Et bienvenue dans ce numéro 44 de ma revue d'activité parlementaire. On revient à un format un peu plus classique pour passer en revue l'activité des dernières semaines, du dernier mois, avec ce qui s'est passé au niveau national, à l'Assemblée nationale et en circonscription. Et cette dernière période est assez particulière à plusieurs niveaux puisqu'on est toujours en état d'urgence sanitaire, donc il y a la nécessité d'avoir une vigilance qui se maintient, même si c'est assez libérateur effectivement de pouvoir commencer à retrouver une vie un peu plus normale après des semaines quand même assez éprouvantes pour tous et toutes. Et donc tout le monde, je pense, a accueilli un peu la phase 2 de ce déconfinement avec beaucoup de soulagement. Pour nous, il s'agit quand même donc de maintenir une vigilance à plusieurs niveaux, puisqu'on ne sait pas encore quelle va être l'évolution de l'épidémie. Et puis surtout, il s'agit de faire en sorte que les raisons qui ont rendu le confinement nécessaire, le manque d'anticipation du gouvernement, ne conduisent pas également au niveau sanitaire à ce que la situation des hôpitaux, on va en parler, continue de se dégrader après l'effort et l'investissement, l'engagement absolument extraordinaire des soignants et des soignantes au cours des dernières semaines. Donc il y a encore un enjeu sanitaire de santé, notamment pour les autres pathologies qui ont dû être un peu retardés, les traitements, les soins, et puis puisqu'il y a toujours encore des personnes malades du Covid. Donc il y a cette situation sanitaire sur laquelle il faut continuer à être vigilant et vigilante. Et puis il y a la situation sociale, politique, démocratique qui est aussi assez inquiétante avec les perspectives pas les perspectives, même en fait l'actualité d'un chômage qui a énormément augmenté. Et puis les perspectives de récession économique qui signifient et qui vont signifier des risques de licenciements nombreux. On a déjà des annonces d'un certain nombre de secteurs, d'industries qui indiquent des licenciements. Il faut aussi avoir en tête que pour une partie de ces secteurs et industries, ce n'est pas directement en raison de la crise sanitaire que ces licenciements ont lieu. Pour certains, c'était déjà des choses qui étaient prévues. Je pense notamment dans le secteur automobile, ce qui a été annoncé au niveau de Renault. Il s'agit en fait d'une instrumentalisation du contexte pour légitimer en fait des stratégies antisociales qui étaient déjà en route. Et donc dans ce contexte, c'est d'autant plus important, comme nous l'avons fait au cours des dernières semaines, que nous interpellions le gouvernement pour qu'il y ait des conditions beaucoup plus strictes, contraignantes au financement, au soutien économique qui est fait au secteur en difficulté. Il y a énormément de secteurs économiques en difficulté, des TPE, des PME, des artisans et artisanes, des professions libérales qui ont besoin, et ça c'est effectivement indéniable, et nous avons des propositions et nous les formulerons dans les prochaines semaines sur le soutien économique au tissu des commerces et des industries qu'il faut que l'État continue. Et pour faire cela, il faut aussi faire en sorte que, notamment les grandes entreprises, n'en profitent pas pour mettre en œuvre des politiques antisociales et anti-écologiques avec les milliards d'argent public qui sont aujourd'hui donnés de manière un peu trop, de notre point de vue, un peu trop libéral au sens où on ne met pas assez de conditions. Ça, c'est un enjeu parce que c'est vraiment la question de qui va payer aujourd'hui la crise. C'est déjà celle qui se posait et qui se pose depuis des années parce qu'en vérité, la crise économique, elle a surtout signifié au cours des dernières années pour une majorité de la population le fait d'être soumis aux politiques d'austérité pour différents motifs. Après, voilà, il y a eu la crise de 2008 et puis la nécessité de sauver les banques qui nous l'ont très mal rendu. Et ensuite, il faut payer la dette, il faut toujours payer la dette, même si en ce moment, c'est mis un peu
entre parenthèses, de manière un peu obligatoire pour tous et toutes, mais avec toujours cette épée de Damoclès, puisqu'on dit, bon, on fait une petite parenthèse, mais il faudra quand même la payer, y compris parce que on va continuer à emprunter sur les marchés. Et donc cette ancienne, elle a été, elle est permanente en fait, sous différentes formes. Et le résultat, c'est que c'est toujours les mêmes gens qui payent, c'est toujours les salariés, c'est toujours les classes populaires, les classes moyennes, et ça se traduit toujours par plus de précarité. Or, je crois que au cours des dernières semaines, il y a aussi une prise de conscience extrêmement forte dans la population, en France, mais dans beaucoup d'autres pays, sur ce qui devrait être l'essentiel en fait, ce qui devrait être les priorités de notre société, c'est-à-dire la protection de tous et toutes, les biens communs, les services publics, parce que c'est ça qui nous permet en fait de résister quand il y a des événements, des phénomènes comme une crise sanitaire. Et je crois que ça a remis, pour un grand nombre de personnes, ça a remis à l'endroit ce que la marche du monde actuelle avait mis un peu à l'envers, y compris en termes de valorisation de ces métiers, de ces secteurs qui sont fondamentaux, essentiels à notre survie au quotidien. Donc voilà, cette situation sociale et économique qui nécessite d'être attentif et attentive à ce que va faire le gouvernement, parce que malheureusement, il n'a pas jusqu'à présent montré qu'il avait compris, ce gouvernement macroniste, les erreurs des politiques qu'il a suivies depuis 3 ans, qui s'inscrivent dans celles menées par les gouvernements précédents, mais que ce gouvernement en particulier a accéléré. On le voit notamment quand le ministre de la Santé annonce un Ségur de la santé, alors que ça fait plus d'1 an que les personnels soignants sont en lutte, et en concédant qu'il faut revaloriser, il indique quand même qu'il va falloir remettre en cause les 35 heures, par exemple. Donc, on va en entendre parler directement de la part des soignants et soignantes, puisque nous nous sommes rendus à plusieurs reprises aux rassemblements qui sont appelés devant l'hôpital Robert Debré, dans le 19e. Je suis Justine, je suis infirmière à Robert Debré depuis 8 ans. J'ai fait divers services. Et clairement, 8 ans d'exercice, c'est pas énorme, mais j'ai vu la dégradation vraiment progressive. Et là, la pandémie de coronavirus a mis en exergue les problèmes de moyens personnels et financiers de l'hôpital, mais c'est déjà quelque chose qu'on crie depuis bien des années, sans que personne nous entende ou on nous en des promesses, en tout cas, qui restent dans le vent, vraiment. J'ose espérer que ça servira au moins à mettre en lumière certaines choses, même si dans les médias, on entend beaucoup parler du Ségur en nous faisant croire que ça va changer, tout changer, alors que pour l'instant on ne voit rien du tout et que surtout dans le Ségur, aucune fois il n'est fait mention de l'hôpital public. Donc nous on a très peur des promesses justement, des promesses pour les médias, entre guillemets, des belles paroles pour faire croire qu'il va se passer quelque chose alors que nous on restera toujours derrière. Et voilà, si on fait les jeudis colères, c'est aussi pour ça, parce que nous on se dit qu'il faut mieux battre le fer tant qu'il est chaud, que la pandémie aura au moins eu ça de mettre en exergue certaines choses et que nous on veut continuer à montrer qu'on est là et qu'on est déterminé à se battre pour l'hôpital public, et on est très content de voir qu'il y a des usagers tous les jeudis qui viennent nous soutenir, et on espère vraiment que ces gens-là seront aussi présents dans la mesure du possible le 16 juin et lors d'autres manifestations s'il y en a. Il y en aura probablement, je pense, parce que je ne suis pas sûre qu'on aura gagné quoi que ce soit d'ici au 16, mais bon, il va falloir être un tout petit peu optimiste quand même. Et donc j'espère que les usagers, vraiment les citoyens et les autres acteurs de l'hôpital public et toutes les professions confondues, parce qu'on parle beaucoup des infirmières dans les médias, mais comme Pemba qui est diététicienne, il y a tous les autres corps de métier de l'hôpital public qui souffrent. C'est pas que les infirmières, et donc j'espère que l'appel sera entendu et qu'on finira par y gagner quelque chose, même si on a très peur des promesses. Mais on voit bien que sur cette question essentielle qui aurait dû justement, les soignants et soignantes, leur engagement fait l'unanimité aujourd'hui. Le soutien est massif dans la population, et pourtant, ils sont toujours dans la même logique.
La situation politique est également marquée par un regain de mobilisation importante sur la question des droits, des libertés, de la justice. Au cours des dernières semaines, je me suis rendue à la marche des solidarités qui a été appelée pour soutenir les personnes migrantes qui demandent leur régularisation. Et puis, j'ai été impliquée, investie dans les appels pour la justice contre les violences policières. Alors c'est une actualité qui est particulièrement prégnante ces derniers jours, ces dernières semaines, notamment du fait de ce qui s'est passé aux États-Unis, puisque ça donne toujours un écho mondial à des problématiques qu'on retrouve aussi en France. Donc aux États-Unis, à la suite en fait de la mort de George Floyd, un homme noir afro-états-unien qui est mort étouffé par un policier, pour plusieurs policiers qui l'interpellaient. Et ça a donné lieu, puisque c'était ce meurtre, puisque c'est y compris les chefs d'inculpation qui sont aujourd'hui portés sur les policiers. Ce meurtre a été filmé, a été diffusé sur les réseaux sociaux et a donné lieu à une révolte extrêmement profonde qui continue, des mobilisations, des marches appelant à la justice pour George Floyd, mais aussi pour toutes les personnes victimes de violences policières. Ça s'inscrit bien sûr dans une histoire longue de ce pays, des États-Unis, et qui renvoie à l'articulation en fait des discriminations et des violences envers la population afro-états-unienne en particulier, le racisme qui s'articule aux discriminations sociales, à la ségrégation territoriale, et qui a donné lieu depuis des années à des mouvements de résistance importants, depuis le mouvement des droits civiques jusqu'à Black Lives Matter, donc qui date déjà de plusieurs années, hein, et ce n'est pas simplement le mandat de Trump qui a donné lieu à ces mobilisations. Déjà sous Barack Obama, un président noir, c'est à ce moment-là que le mouvement Black Lives Matter s'est construit suite à la mort de Eric Garner et de Michael Brown, aussi des hommes afro-états-uniens tués par la police. Et donc ces morts, ces meurtres ont donné lieu à une grande vague d'indignation, de révolte, de mobilisation qui sont très inspirantes parce qu'on y voit aussi derrière le rejet de ce racisme, de ces violences institutionnelles, la demande et des revendications de justice sociale, puisque ces questions sont liées, et à travers la remise en cause en fait du fonctionnement de l'appareil judiciaire qui est particulièrement violent et discriminant, c'est aussi à tout un état de la société, puisque c'est aussi un pays qui a connu et connaît une crise sanitaire importante, où ce sont les personnes racisées qui sont aussi particulièrement victimes et à risque de Covid-19. Donc en fait, on a une accumulation d'un certain nombre de choses. Et donc c'est vrai que ces mobilisations s'inscrivent aussi dans cette révolte des peuples qu'on voit depuis plusieurs mois, depuis quelques années. Et c'est une inspiration, d'autant plus que cela fait écho à la réalité de ce qui se passe en France depuis également des années. Alors on dit, bien sûr, la France, ce n'est pas les États-Unis, ces deux pays n'ont pas la même histoire, mais ce qui les rassemble, et dans d'autres pays aussi, notamment en Occident, ce qui fait des similarités, c'est le caractère structurel des violences policières, des violences racistes qui se déroulent. En France, les organisations de défense des droits humains, les victimes, les familles des victimes, depuis des années en fait, dénoncent et font des rapports sur cette situation. Ce sont Adama Traoré, Cédric Chouviat, Ali Ziri, Amin Bentoutsi, qui ont aussi été victimes de ces violences, qui sont morts et dont la mort, les meurtres ont non seulement pris des vies qui n'auraient pas dû être ainsi détruites, mais aussi c'est des familles, c'est des quartiers, des communautés qui sont attaquées, qui sont stigmatisées. C'est une question qui ne concerne pas simplement les personnes ciblées par cette violence, mais en fait toute la société, toute la communauté républicaine, parce que
en discriminant une personne, en fait, on fait reculer les droits et les libertés et l'égalité pour tous et toutes. Donc c'est vraiment une question importante qui a du mal en fait à être entendue en France parce qu'il y a un déni important, mais malgré tout, et ça c'était extrêmement inspirant aussi de voir le 2 juin le rassemblement à l'appel du collectif Adama devant le tribunal de Paris suite à la demande de justice pour Adama Traoré, qui est mort à Beaumont-sur-Oise il y a 4 ans maintenant, et donc dont la famille et notamment la sœur Assa Traoré mène depuis un combat judiciaire pour obtenir la justice et est victime d'un harcèlement judiciaire absolument insupportable. Et donc ce rassemblement, où plus de 20 000 personnes en fait se sont réunies pour apporter leur soutien au collectif, à la famille Traoré, mais aussi pour dénoncer les violences policières, était particulièrement inédit parce que d'abord le nombre, c'était assez inattendu, et puis aussi le calme, la détermination, la jeunesse de cette mobilisation montre que ce sont des questions qui sont aujourd'hui, qui s'imposent aujourd'hui grâce à la mobilisation des citoyens et des citoyennes, de la jeunesse, et ça doit être continué. C'est quelque chose en tous les cas que nous, à la France Insoumise, au sein du groupe parlementaire, nous soutenons. Nous avons, depuis 3 ans, interpellé le gouvernement, déposé des propositions de loi, notamment pour la fin du contrôle aux faciès, avec l'interdiction des récépissés de contrôle d'identité, avec une proposition de loi sur l'interdiction des techniques d'immobilisation létale. Et nous sommes donc à l'Assemblée nationale, mais aussi aux côtés des familles, de collectifs de victimes, des Gilets jaunes aux familles Traoré, aux familles Bentoutsi aussi, aux familles de Lamine Dieng, d'Adama Traoré, d'Amine Bentoutsi. C'est aussi pour nous fondamental qu'en tant que citoyens, citoyennes, militants et militantes, et puis élus, et puis parlementaires, d'être dans cette lutte-là et de soutenir le combat juste, légitime de ces collectifs et de ces familles, comme celui en particulier d'Amal Bentoutsi, que nous avons rencontré et qui nous a expliqué un peu comment elle a construit ce collectif. C'est une des premières personnes en fait qui a mené ce combat-là de manière publique et qui a en fait gagné en justice. Donc Amal Bentoutsi va nous expliquer justement ces enjeux, les enjeux de cette lutte et l'importance de soutenir ces mobilisations. Alors, pour faire le parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis, notamment dans l'affaire de George Floyd, ce qui nous interpelle, nous, c'est que cette mort, la mort de George Floyd en direct, cette mise à mort, presque, on pourrait parler de mise à mort, on se reconnaît à travers la mort de George Floyd dans nos histoires à nous, puisque nous, en tant que collectif Urgence Notre Police Assassine, membre aussi de l'Observatoire national des pratiques et des violences policières, on mène un combat depuis maintenant presque 9 ans avec d'autres familles, notamment la famille de Jessica Koumé, la famille de Abdoulaye Kamara et la famille de Hamid Aïtoungar. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on parle aussi un peu de nous, puisque on a développé cette application qui est UVP Urgence Violence Policière. Cette application, c'est le résultat de nombreuses années de réflexion et d'observation de la police française, à travers les témoignages qu'on peut recevoir depuis maintenant 9 ans, que tout ça est imagé. On a des témoignages qui sont poignants où des victimes ne savent pas où aller s'adresser, et donc du coup nous on est obligé de pallier un manque institutionnel. Donc nous, famille de victimes, donc c'est ça le paradoxe, nous famille de victimes qui devons vivre cette tragédie, on essaie d'apporter une expertise et une analyse et un accompagnement juridique avec notre collectif d'avocats qui nous accompagne de façon à ce que systématiquement tous les comportements déviants et violents de la part de ces policiers puissent être poursuivis, et qu'on incite toutes ces personnes qui ont subi ce genre de violence à porter plainte systématiquement. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne porte pas plainte, il n'y a pas de statistiques, et qu'aujourd'hui en France on est dans le pays des statistiques, et qu'on a besoin, que l'institution a besoin de ces
ces statistiques pour pouvoir parler, pour pouvoir dire qu'il existe des violences policières. Nous, on tient aussi à rappeler qu'il y a un caractère aussi racial dans la question des violences policières, que la question des violences policières doit être fondamentale, mais qu'elle est aussi la question des violences policières, elle est systémique en France et qu'on peut parler de racisme structurel. Donc bien évidemment, on crie au scandale à chaque fois qu'on évoque le sujet, de se dire que ça n'existe pas en France ou qu'il n'y aurait pas de racisme au sein même de la police. Donc nous, on vient affirmer le contraire avec les nombreux témoignages qu'on reçoit. Les nombreuses victimes qui sont mortes, il n'y a qu'à voir le nombre de victimes et les noms des victimes qui meurent entre les mains de la police. Parce que je le rappelle, il faut le vouloir pour tuer un homme de ses propres mains. Donc moi j'en reviens, je fais le parallèle avec l'affaire de George Floyd aux États-Unis. Cette affaire-là nous rappelle l'affaire de Amadou Koumé. Amadou Koumé, ce père de famille qui est mort exactement de la même façon. Je tiens aussi à parler de l'affaire de Wissam El Yamni qui est mort exactement de la même façon. L'affaire de Lamine Dieng, l'affaire de Adama Traoré, l'affaire de Cédric Chouviat, l'affaire de Ali Ziri. Donc elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses ces victimes mortes entre les mains de la police et que systématiquement il y a un processus qui se met en place dès lors qu'on meurt entre les mains de la police. Le processus il est identique à chaque fois, c'est la criminalisation à titre posthume de la victime, de façon à la rendre coupable, de façon à ce que l'opinion publique se désolidarise systématiquement de la victime. Alors qu'on ait un passé judiciaire ou pas, systématiquement, les médias vont reprendre la version policière. Donc bien évidemment, on ne peut pas parler d'impartialité dans cette version-là, puisqu'on l'a bien vu dans de nombreuses affaires, notamment pour en revenir à la mienne, où ce policier a été condamné en deuxième instance. Il a fallu nous battre doublement, 2 fois plus qu'une victime à part entière, puisque je tiens à le rappeler aussi que quand on est victime de la police, on n'est pas des victimes à part entière, c'est qu'on doit se battre doublement plus pour essayer de reconnaître que nos proches sont morts à la suite de violences policières. Et donc le changement, il viendra par les citoyens, par nous, en nous organisant, en étant ensemble et d'interpeller l'opinion publique et de parler de racisme structurel, c'est pas critiquer, c'est dire que c'est une réalité tout simplement. Voilà, c'est des faits et qu'on ne peut pas nous empêcher de dire ce que nous on vit alors que d'autres ne le vivent pas. Merci Amal Bentoussi d'avoir accepté de témoigner. Je vous rappelle, vous retrouverez sous cette vidéo tous les liens pour soutenir les collectifs menés par les familles. N'hésitez pas à envoyer des messages, n'hésitez pas à télécharger l'application que Amal a aidé à créer pour filmer les violences policières, parce qu'on le sait aujourd'hui, ces violences existent depuis longtemps. C'est juste qu'aujourd'hui, elles sont filmées et c'est aussi un élément important pour la mobilisation. Donc il y a cette application, vous retrouvez tous les liens en dessous de la vidéo. Et puis quand vous pouvez, si vous pouvez, venir soutenir les rassemblements, les actions, les manifestations avec bien sûr toutes les distances de sécurité sanitaire, avec des masques. Mais je crois que c'est aussi important et c'est pour ça que nous, parlementaires insoumis, insoumises, étions présents le 2 juin. C'était mon cas, le cas de Mathilde Panot, le cas d'Éric Coquerel, et que nous continuerons à être présents dans les mobilisations parce que nous pensons que tout en restant vigilants au niveau sanitaire, la démocratie ne doit pas rester confinée. La politique, et justement c'est encore plus en ce moment, y compris parce que le gouvernement a, avec l'état d'urgence sanitaire, des pouvoirs exorbitants dont il a abusé à plusieurs reprises. Nous l'avons interpellé à ce propos aussi dans un courrier au Premier ministre. Donc c'est d'autant plus important pour soutenir les soignants, pour demander la justice, qu'on soit mobilisé de plusieurs manières. Ça peut être à travers les réseaux sociaux aussi, en diffusant et en soutenant les collectifs, et aussi en participant aux actions qui sont organisées.
moment très important au cours de la dernière semaine, ça a été notre journée d'initiative parlementaire, la niche parlementaire de la France Insoumise, comme on l'appelle en langage institutionnel. Enfin non, pas institutionnel pour le coup, mais dans le langage de l'Assemblée nationale. Donc c'est le moment de l'année, la seule journée, on n'en a qu'une, pendant laquelle nous pouvons mettre à l'agenda de l'Assemblée, et donc en débat et en vote, des textes à notre initiative. Alors cette année, c'était assez particulier puisque le moment qui avait été prévu pour ces débats de la France Insoumise, c'était pendant en fait la période de confinement, donc ça a dû être décalé. Et donc nous avons fait le choix de remanier un petit peu le programme des textes que nous mettions en débat pour que ça réponde aussi à l'actualité. Et donc nous avons déposé 7 textes qui ont été débattus en commission pour partie, pour ce qui est des propositions de loi, et puis d'autres qui sont arrivés directement en séance pour ce qui est des propositions de résolution. Alors ce qui s'est passé, vous en avez peut-être entendu parler, c'est que lors des débats en commission, La République En Marche a vidé complètement les textes, les nouveaux textes que nous avions déposés de leur contenu. C'est-à-dire par exemple sur une proposition de loi qui visait en fait à encadrer la sous-traitance dans le secteur du ménage pour faire en sorte que la maltraitance qui est malheureusement endémique à ce type de secteur et qui cible en particulier des femmes, puisque c'est 80% des employés du secteur sont des femmes, donc que cette maltraitance cesse. Et donc c'est une proposition de loi qui était portée notamment par notre collègue François Ruffin. Donc je participais aussi à ces débats en tant que chef de file sur le texte en commission. Et donc en fait, on en est arrivé à devoir voter contre le texte à l'issue de la commission parce que La République En Marche en avait retiré les principaux articles pour ne laisser que, je crois que c'était une demande de rapport ou alors une formulation qui ne correspondait à rien. Et donc, pour nous, c'était impossible, en fait, de donner notre accord à ce qui s'est passé. Et donc, ça a été le cas sur cette proposition. Ça a été le cas également sur notre proposition pour faire face à la crise alimentaire. Et sur un troisième texte extrêmement important de création d'un pôle public du médicament et qu'ils ont vidé aussi de leur contenu. Et donc nous avons fait le choix de ne pas présenter ces textes en séance parce que ce n'était plus les nôtres et nous considérions que c'était une insulte au travail parlementaire de l'opposition qui a déjà tellement peu de place dans l'Assemblée nationale, mais aussi aux personnes concernées, aux femmes de ménage, aux soignants et aux soignantes, aux citoyens et aux citoyennes pour lesquels en fait ces textes sont faits, et donc quand ils sont vidés de leur substance, en fait ils n'ont plus aucune valeur et aucune effectivité. Et donc nous avons finalement présenté 4 textes seulement, 2 propositions de résolution et 2 propositions de loi qui n'avaient pas, alors parce que l'une avait été débattue avant en fait le confinement, c'est la proposition de loi sur l'interdiction des frais bancaires abusifs portée par notre collègue Alexis Corbière, et un texte porté par Loïc Prudhomme sur la qualification d'état de catastrophe naturelle permettant en fait d'indemniser toutes les personnes qui ont perdu de l'argent, notamment artisans, TPE, PME, du fait du Covid-19. Donc ça, c'était les 2 propositions de loi que nous avons déposées. Et puis 2 propositions de résolution. C'est pas la même chose qu'une proposition de loi parce qu'il n'y a pas d'article et donc c'est plus des propositions en fait de positionnement général de l'Assemblée que nous formulions. La première que j'ai défendue avec Mathilde Panot concernait la nécessité d'une bifurcation écologique et solidaire pour aller vers les jours heureux. Et c'est l'équivalent un peu du Green New Deal
portée par Alexandria Ocasio-Cortez et Bernie Sanders aux États-Unis, et dont l'objectif est en fait de donner les grands axes d'une stratégie donc de bifurcation. Nous disons bifurcation quand le gouvernement parle d'une relance, c'est-à-dire d'un retour un peu au statu quo d'avant la crise, alors que cette crise sanitaire, aux origines aussi écologiques, nous a montré, nous a rappelé l'urgence de changer complètement de cap. Et donc c'est là-dessus que nous sommes intervenus et que nous avons proposé à l'Assemblée justement de mettre en place une stratégie de planification de cette bifurcation, parce qu'en fait c'est pas quelque chose qui s'improvise du jour au lendemain. Il faut changer complètement notre manière de fonctionner en tant que société, les économies, l'industrie, relocaliser, mettre en œuvre une nouvelle politique agricole qui soigne la terre et soigne les agriculteurs. Donc voilà, tout un champ de transformation économique, sociale, et qui pour nous sont doivent fondamentalement articuler justice sociale et justice environnementale, et doivent signifier aussi des droits sociaux nouveaux, notamment la question d'une garantie de l'emploi par l'État. Donc nous avons résumé dans cette résolution. Vous retrouverez le lien pour lire le texte et puis voir aussi les interventions que nous avons faites à ce sujet en bas de cette vidéo. Donc cette résolution a été rejetée par la majorité, dont les discours pseudo-écologistes ont vite depuis laisser la place en fait à une politique qui reste anti-écologique, comme le fait de conclure des accords, donner son accord. La France de M. Macron a donné son accord à la conclusion de traités de libre-échange avec le Mexique et le Vietnam, dont on sait que c'est catastrophique pour les émissions de gaz à effet de serre. Toutes les politiques qui sont maintenues de financement des énergies fossiles, et puis tout ce qui contribue, comme ce que j'évoquais tout à l'heure, le financement sans condition d'industries polluantes, et puis surtout le fait de ne pas remettre en cause le paradigme néolibéral et le principe d'une concurrence, d'une croissance infinie, alors qu'on est dans un monde aux ressources finies et avec la nécessité de remettre tout ça en cause. Donc voilà, c'était le premier texte que nous avions déposé. Et puis il y avait une autre proposition de résolution sur la dette, parce que justement, pour pouvoir mettre en œuvre une véritable politique ambitieuse pour faire face à la crise sociale et économique qui s'annonce, qui est déjà en cours, et puis aussi pour préparer la bifurcation, il nous faut des leviers financiers importants, immenses, et donc pour cela il faut pouvoir anticiper d'un investissement public important et remettre en cause un peu les mécanismes actuels de la dette qui sont comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des peuples. Et donc ça, c'est une proposition qui a été présentée par Jean-Luc Mélenchon, où ce que nous disons, c'est qu'au niveau européen, la Banque centrale européenne doit prêter directement aux États plutôt que s'endetter sur les marchés et ensuite subventionner ou prêter aux États par le biais des marchés. La Banque centrale européenne doit elle-même directement donner aux États les moyens de pouvoir mettre en œuvre ces politiques. Donc voilà, c'est un des textes aussi que vous pourrez lire directement sur le site de la France Insoumise, et vous pourrez écouter l'intervention de Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet. Et donc cette journée, bien sûr, on ne résume pas l'ensemble des propositions de la France Insoumise sur tous ces sujets. Donc c'était la troisième niche parlementaire que nous faisions. Vous pouvez retrouver toutes les autres propositions de loi que nous faisons lors de ces niches parlementaires, mais aussi en dehors de ces niches parlementaires que nous déposons à l'Assemblée nationale. Et puis, pour plus généralement, ce travail parlementaire s'articule avec ce qui est fait par le mouvement de la France Insoumise au quotidien, aux côtés des gens qui luttent, des soignants, des salariés, et dans les propositions que nous mettons dans le débat, notamment électoral, et dans les contributions que nous faisons pour
justement essayer de constituer cette fédération populaire que nous appelons de nos voeux pour changer un peu le rapport de force dans la société et être majoritaire pour mettre en œuvre notre politique. Voilà, en résumé, un très long résumé, mais un résumé, l'activité très dense des dernières semaines que nous avons vécues. Les prochaines s'annoncent également très, très importantes, avec notamment le 16 juin l'appel à manifestation, à mobilisation des soignants pour défendre l'hôpital public. Et donc, ça va être une journée importante. Il y a aussi les initiatives pour la justice contre les violences policières, nombreuses, partout dans le pays, partout dans le monde, mais partout en France, qui sont appelés dans les prochains jours et qui vont, je pense, continuer dans les prochaines semaines. Et puis, il y a bien sûr toutes les mobilisations au quotidien, soutien, de solidarité aux personnes migrantes, de lutte contre la précarité, puisque, vous le savez, c'est une question qui va être de plus en plus aiguë. Les associations de précaires et de chômeurs sont aussi mobilisées sur ces questions. Et les actions de solidarité au quotidien, notamment face à la crise alimentaire, ces actions qui sont aussi initiées par la France Insoumise. Donc vous avez sur le site de la France Insoumise une page où vous pourrez trouver les liens pour participer à tout cela. Et donc nous vous invitons à être aux côtés de celles et ceux qui luttent et qui se mobilisent quand vous pouvez, comme vous le pouvez. En tout cas, nous y serons. Et nous espérons vous retrouver dans ces mobilisations et ces luttes. Voilà pour ce numéro un peu particulier entre deux de notre revue d'activité parlementaire. Je vous invite à diffuser cette vidéo, si vous l'avez aimée, à mettre des pouces bleus. Et puis, vous retrouverez toutes les informations dont j'ai pu parler sur le site internet, sur mon site internet, et en suivant, bien sûr, sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, notre actualité au jour le jour. Merci à tous et à toutes. À bientôt. Et protégez-vous, mobilisez-vous et rendez-vous dans la lutte.